Aujourd'hui, dans Salon Patriotique, nous ouvrons un débat capital autour du thème « Les comités provinciaux et locaux de sécurité, est-ce une nouvelle arme pour protéger les citoyens ?» Certes, dans un contexte marqué par de multiples défis liés à la sécurité de biens et de personnes, l'État congolais a mis en place des structures de proximité destinées à renforcer la cohésion, la vigilance et la réponse face aux menaces locales. Ces comités, instruments de coordination entre autorités politiques, forces de l'ordre et communautés, peuvent-ils représenter une véritable avancée dans la gestion citoyenne de la sécurité? Pour échanger sur cette question, nous recevons un invité de marque, Maître Ngambi Zitisi Gobon, chargé d'études au cabinet du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, mais également président national de l'association de jeunes professionnels de l'UDPS, Maître Igo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Bruno, merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. La thématique de ce soir, je l'ai annoncé tantôt, comité provincial et local de sécurité, Maître. Il est vrai qu'après nos investigations, ceci reste un peu mal connu par la population congolaise. Et ce soir, vous êtes le seul qui peut bien nous expliquer avec beaucoup de détails, beaucoup de concision et précision ce que c'est que les comités provinciaux et locaux de sécurité. Je vais bien m'apprêter à ces devoirs. Vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est quoi un comité provincial et local de sécurité? Merci beaucoup. Déjà, lorsqu'on parle de comité provincial comme local de sécurité, c'est un cadre de change d'informations, mais aussi des résolutions de questions, de problèmes portant sur la sécurité, mais aussi c'est un cadre dans lequel les personnes ou bien les autorités étatiques se retrouvent et reformulent des recommandations à adresser aux autorités. Voilà, donc pour un peu dire calmement, donc il s'agit d'un cadre, d'un échange d'informations, mais aussi des résolutions de problèmes qui se posent, mais aussi de rédaction, de reformulation de recommandations entre les agents étatiques se trouvant dans une entité quelconque. Donc, alors là, par cette définition, il s'agit là d'un comité local comme provincial restreint. Mais le comité peut aussi être élargi, et dans ce cadre-là, c'est un cadre de concertation entre les autorités étatiques et certaines autres autorités étatiques également, mais qui ne sont pas membres permanents par rapport à la loi. Mais aussi, même les personnes non étatiques. Donc, c'est un peu l'inclusivité. C'est sur ces points-là que même la population peut prendre part à des réunions des comités de sécurité par rapport à une thématique. L'objectif poursuivi de ces comités locaux, de l'institution, de l'installation, voulais-je dire, de ces comités, l'objectif c'est quoi? En fait, c'est une réforme par rapport à la gouvernance sécuritaire. Alors, avec, d'abord, je vais parler de... les réunions de sécurité, c'était né. Ce n'est pas nouveau. Mais simplement, ils étaient simplement issus de pratiques administratives. Elles n'étaient pas encadrées. C'est à partir de 2022, donc presque pour être précis, au mois de décembre 2022, que le Premier ministre va signer un décret qui va créer les comités provinciaux et locaux de sécurité, donnant ainsi à la République un cadre juridique. Alors, pour l'application de ces décrets, il était question de deux mesures, et c'est là où intervient le VPM de l'Intérieur, qui a signé des arrêtés, dont le premier portant organisation et fonctionnement de la commission d'appui
à la gouvernance sécuritaire et d'accompagnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Et le deuxième qui concerne qui porte aussi les modalités d'application du décret. Voilà. Alors, mais pourquoi le décret signé depuis 2022, mais c'est aujourd'hui que ces décrets entrent en application? Pourquoi tous ces temps? Pourquoi ces retards? C'est parce qu'à la tête du ministère de l'Intérieur, il n'y avait pas de compétences? Alors, je n'entrerai pas dans cette polémique, mais ce que je peux dire est que le parachèvement de cette réforme qui a été fait par le VPM Chabani, le VPM Chabani entre dans la ligne directe du programme du gouvernement, programme d'action du gouvernement. Et lui, c'est la matérialisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Vous vous souviendrez, lors de son investiture, dans son discours, il a dit pour ce deuxième quinquennat, on va renforcer la protection de la population, du territoire et de ses biens. Donc moi, je pourrais dire que cette réforme vient répondre à la vision du chef de l'État. Le moins qu'on puisse dire est que dans cette action, on peut dire que le VPM Chabani, c'est un réformateur. Mais je n'entrerai pas dans pourquoi les autres n'ont pas fait. Coup de chapeau à lui. Voilà. Coup de chapeau au VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Oui, coup de chapeau à lui. Mais pourquoi le gouvernement a-t-il jugé nécessaire de vulgariser les textes qui les régissent maintenant? Et tout ce temps, il y a eu Peter Kazadi à la tête du ministère. Il était là, il y a eu Acelo également et tout. Mais pourquoi les gouvernements jugent bon de vulgariser ces textes seulement aujourd'hui là? Oui, comme je venais de le dire, c'est le décret numéro 22/44 du 6 décembre, date de 2022. Mais pour que cette politique de gouvernance sécuritaire soit d'application, il était question de des mesures d'application. Et ces mesures, c'est par la signature de des arrêtés. Et les deux arrêtés sont venus avec le VPM Chabani. Donc, lorsqu'il a signé les deux arrêtés, c'est le 6 novembre 2024. C'est comme ça que, c'est parce que je vous ai dit, il y a l'arrêté portant sur la commission d'appui. Et puis le deuxième arrêté, ce qu'on appelle l'arrêté 046, fixe les modalités d'application du décret. Donc on devait attendre cet arrêté-là pour que la politique de la gouvernance sécuritaire soit d'application. C'est lorsqu'il a signé ces deux arrêtés au mois de novembre 2024, déjà au mois de février, il a lancé officiellement la vulgarisation de ces 3 tests réglementaires. C'est un peu comme ça. Comment alors ces comités peuvent-ils réellement améliorer la sécurité dans nos quartiers et villages? Merci beaucoup. Déjà, tout va de la mission des comités locaux de sécurité. Le comité a 9 missions. Je ne saurais peut-être vous le citer toutes les 9 fidèlement. Mais parmi les missions de comités locaux de sécurité, c'est d'élaborer et de faire le suivi, de mettre en place, par exemple, le plan local de sécurité. C'est de savoir cartographier les menaces, par exemple, dans votre entité. C'est aussi question de prévenir les menaces. Je vous donne, par exemple, un exemple. Lorsque un comité, par exemple, au niveau d'un quartier fonctionne parfaitement, au niveau du quartier, des services réunis, ils ont l'habitude de se réunir régulièrement, comme je l'ai dit lorsque je définissais les comités locaux de sécurité, c'est un cadre d'échange d'informations. Tout à fait. Mais aussi des résolutions et des reformulations des recommandations. Dans l'échange d'informations, c'est entre les acteurs qui œuvrent dans le secteur sécuritaire. Donc, le comité locaux facilite, d'abord, la coordination, la cohésion et la complémentarité des rôles et des responsabilités des acteurs œuvrant dans la sécurité. Ce qui fait que lorsque vous avez un problème dans votre quartier, vous êtes le premier à être victime, mais aussi vous êtes le premier à avoir des vraies informations de votre situation. Le bourgmestre ou bien le maire de la ville
peut venir vous apporter la solution, mais peut-être des solutions qui ne seront vraiment pas adaptées aux problèmes quotidiens que vous vivez. C'est comme ça qu'au niveau des comités locaux de sécurité, ils réfléchissent. Ils apportent des solutions à leur niveau, mais pour des situations qui les échappent, ils font le rapport au niveau supérieur. L'efficacité de ça, c'est aussi que la réflexion sur la sécurité commence à la base. Et il y a eu aussi une particularité que les 3 tests réglementaires ont apporté, c'est que les réunions de comités locaux de sécurité ou de profession sont ouverts aussi au public. On peut parler d'une thématique qui concerne par exemple le motard. On peut inviter par exemple le président d'une association de motards pour ces problèmes-là. Donc, ce qui rend un peu plus efficace pour atteindre ou bien pour apporter des solutions aux problèmes qui se présentent dans une entité. Mais est-ce que vous pouvez confirmer si aujourd'hui, là, la sécurité de nos quartiers s'est améliorée depuis l'avènement du comité local et provincial de sécurité? Je peux répondre par l'affirmatif parce que même si depuis que le mesures d'application a été lancé, il n'a pas encore fait une année. Est-ce que vous avez les feedbacks? Oui, c'est là où je voulais arriver. Il n'y a pas encore eu... ça n'a pas encore fait une année pour qu'il y ait une évaluation, pour avoir les échos. Mais quelques échos qu'on reçoit, par exemple, je vais parler comme de la commune de Djil. La commune de Djil a été capable de faire son plan communal de sécurité. Donc, au niveau de la commune déjà, ils sont capables de réfléchir sur leurs problèmes de sécurité et quelles sont les solutions à apporter. Donc, c'est une réforme dont il ne faudrait pas attendre le résultat dans 2-3 jours. Déjà, surtout que nous sommes même dans une phase où même les acteurs qui doivent prendre part à ces réunions de sécurité, certains sont formés, d'autres n'ont pas encore été formés. Mais déjà, l'écho que nous recevons, lorsque nous recevons le tas du territoire, il y a plusieurs questions qui trouvent solution au niveau des comités locaux de sécurité. Vous pouvez énumérer? Bon, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs parce que, vous savez, je veux donner un cas. Il y a des situations peut-être qui nous arrivent dans nos quartiers, par exemple d'insécurité, parce que le comité locaux de sécurité s'occupent de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique. Okay. Il y a des situations qui arrivent, par exemple, dans votre quartier, vous avez le Koulouna. Mais ce Koulouna, c'est le fait simplement parce qu'il manque de lumière. Lorsque vous arrivez à diagnostiquer ce problème à votre niveau, au niveau du quartier, vous pouvez facilement acheter le projecteur et vous résolvez le problème. Donc, je ne saurais peut-être ne pas vous citer nommément des cas, mais les échos qui nous reviennent et que cette réforme a apporté quelque chose de plus dans la résolution ou bien dans la prévention de menaces en rapport avec la sécurité. Quel rôle les autorités locales, notamment les bourgmestres, les chefs coutumiers, le maire, jouent-elles dans ces comités? D'abord, les autorités que vous avez énumérées, qui sont les autorités administratives, ce sont des acteurs sociaux et politiques de leurs entités. Et cet area revient de faire respecter la loi, la justice et le droit de la République. Alors, dans le comité local de sécurité, déjà, le responsable des entités, c'est eux qui président les réunions. C'est eux qui président les réunions. Et pour ce faire, il est appelé à préparer la réunion, à conduire la réunion. Il est appelé à devoir de la redevabilité et de la communication et de faire de suivi des résolutions qui sont prises dans des réunions de comités locaux de sécurité. Comme pour revenir, les décrets 2244 a créé des comités provinciaux dans chaque province, mais aussi des comités locaux au niveau de la ville, au niveau de la commune, au niveau du quartier, au niveau du groupement, de chefferie et des secteurs. Et de villages aussi. Donc, dans chaque entité, le responsable numéro 1 de l'entité est celui qui préside les réunions des comités locaux de sécurité. À ce titre, c'est lui qui convoque, c'est lui qui conduit. Et la loi veut qu'il soit secondé comme il soit assisté d'un secrétaire qui doit nécessairement venir de l'ANER.
Est-ce qu'elles sont outillées pour assurer la sécurité d'une manière intégrale et totale dans leur milieu respectif? Toutes ces autorités sont outillées? Bon, oui, je dirais oui, parce que lorsque, pour le cas de ceux qui sont élus, ou bien ceux qui sont nommés, je crois qu'on tient compte de cette compétence dans leur CV. Mais au moins, les efforts qui sont fournis au niveau du VPM intérieur, c'est d'outiller, donc je peux dire de formation de mise à niveau. Est-ce que ça a été fait? Effectivement, à ce jour, près de 2600 acteurs étatiques ont été formés, ont été mis à niveau par rapport à cette nouvelle réforme. Il a commencé par lancer officiellement la vulgarisation dans la ville de Kinshasa. Et après la ville de Kinshasa, c'était le Congo central. Après le Congo central, c'était le Haut-Katanga, suivi de Kwango et Lualaba. Et partout où le VPM, Excellent Chabani, va pour lancer officiellement, le lancement est toujours précédé par une formation. Non seulement qu'on forme les acteurs étatiques, mais on met à leur disposition aussi une gamme de documentation pour le permettre de s'appliquer. Voilà. Donc, il y a quand même des efforts qui sont conjugués à ce sens-là. Quelque chose aussi à louer, parce qu'il ne suffit pas simplement de pondre des tests, mais on lit quand même, on voit une volonté de voir que cette nouvelle donne dans la sécurité de la République puisse s'appliquer et les acteurs concernés puissent être outillés. Et sur ces points-là, le VPM intérieur y veille. Il veille sur ça. Oui. Mais est-ce que, à votre arrivée avec cette initiative, ces autorités locales avaient bien accueilli cette idée? Effectivement, nous avons eu de l'enthousiasme à leur égard, parce que la sécurité, c'est d'abord l'affaire de tous. Et je pense qu'ils se sont sentis davantage responsabilisés, parce que j'ai été en contact avec quelques chefs de quartier. Ils ont senti leur responsabilité dans la contribution pour la sécurité dans leurs entités. Donc, dans l'ensemble, cette réforme ou bien cette nouvelle politique qu'on dit la gouvernance sécuritaire à la base a été très bien accueillie. Où en est-on alors concrètement dans la mise en place de ces comités à travers le pays? Alors, comme je le disais, la loi a créé le comité dans chaque province. Donc, le comité provincial pour chaque province et le comité local dans les différentes entités que je venais d'énumérer tout à l'heure. Les décrets attendaient les mesures d'application. Les mesures d'application sont là. La machine est lancée. Donc, la machine est lancée. Là où les provinces où le VPM n'est pas encore arrivé pour la vulgarisation, travaillent déjà. La vulgarisation va arriver avec une formation, mais avec les outils qu'ils ont, dans d'autres provinces déjà, ils tiennent des réunions, de différentes réunions. Ils ont leur bureau ou bien... Non, ils n'ont pas un bureau particulier. Vous avez, par exemple, dans la commune, vous les tenez à la commune. Ils sont dans chaque commune. Donc, les comités locaux de sécurité, il y a, comme je le disais, les comités locaux de sécurité, c'est un cadre d'échange. Ce n'est pas en soi le bâtiment, mais on vous crée, parce que je disais, ce sont des pratiques administratives qui existaient, mais qui n'étaient pas encadrées, qui n'étaient pas contextualisées, qui n'étaient pas organisées. Vous voyez, dans chaque entité, les autorités politico-administratives tenaient des réunions de sécurité. Mais de quelles réunions où des fois la fréquence n'était pas régulière, ou soit ils pouvaient se décider d'inviter tel ou de ne pas inviter l'autre. Vous voyez, on était à la merci de la volonté de l'autorité administrative. Mais avec les 3 tests réglementaires, tout a été légalisé. Les décrets comme les 2 mesures nous disent qui doit prendre part, à quelle fréquence, à tel niveau, qui préside, qui est le secrétaire, qui sont membres. Vous voyez, c'est venu légaliser les choses. Alors, ce n'est pas le bâtiment.
Donc, comme par exemple, dans le quartier, les réunions de sécurité peuvent se tenir au bureau du quartier. Lorsque, par exemple, lorsque ce sont des réunions restreintes, où le membre, c'est le chef du quartier. Donc, quand il y a des dénonciations à faire, la population doit se rendre au bureau du quartier. Effectivement, la population est en permanence avec les autorités de base. Ils sont avec eux. Okay. Ils peuvent aller dénoncer auprès des autorités qui sont là, qui peuvent en parler dans leurs réunions restreintes, mais aussi dans les réunions élargies, ils peuvent être consultés, ils peuvent être invités pour concerter. Donc, c'est un peu. Donc, ce n'est pas de bâtiment, mais c'est un cadre juridique qui vient. Ce sont des tests juridiques qui viennent encadrer une pratique pour que la sécurité soit efficace. Donc, quand on parle, par exemple, au niveau de la ville, où il va y tenir des réunions, au bureau du maire de la ville. Peut-être si dans le village, c'est au bureau du chef du village. Si c'est une réunion, par exemple, élargie, où il y a beaucoup plus d'intervenants qui vont venir, ils peuvent trouver un cadre beaucoup plus ouvert pour tenir les réunions. Donc, régulièrement dans nos communes, même ici à Kinshasa, des réunions de sécurité, des réunions locales de sécurité se tiennent. L'aire dotée de bâtiments, d'après vous, c'est dérangeant? Non. En fait, parce que ce n'est pas une institution. Ce n'est pas une institution. Non. Parce que très souvent, le chef des quartiers, prenons l'exemple du chef des quartiers, très souvent, ces gens-là, ou ces autorités-là, voulais-je dire, n'ont pas vraiment de bureau. S'ils en ont un, ce sont des trucs en tôle, pas propres. Donc, quelquefois, la population se sent gênée d'y aller pour faire certaines dénonciations et voilà. Bon, le problème de cadre de bureau de nos chefs de quartier, là, c'est une autre chose. C'est aussi peut-être parmi les problèmes qu'ils ont soulevés lorsque ils étaient en formation. Voilà. Par rapport à ça, ils soulevaient, oui, nous aimerions bien, mais des fois, on n'a pas de cadre pour tenir les réunions. C'est parmi les difficultés peut-être qu'on a. Il n'y en a pas aussi ça. Ils soulèvent aussi le problème financier. Ils organisent des réunions, il y a des jetons de présence, des fois, ils sont en cours de ça. Ce sont des problèmes liés par exemple, à la logistique. Ce sont des problèmes liés, par exemple, aux finances. Mais cela ne peut pas empêcher un chef du quartier de tenir une réunion de sécurité. Parce que déjà, étant chef du quartier, il tient des réunions. Oui, il tient des réunions, mais seulement, outre les différentes réunions qu'il peut tenir, aujourd'hui, la loi veut qu'il tienne des réunions sécuritaires, où ils doivent réfléchir sur la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique de la population. Et ces réunions, ils ne doivent pas seulement se limiter à leur niveau à tenir des réunions, ils doivent apporter des solutions à ces problèmes à la hauteur de leurs moyens pour des situations. Est-ce qu'ils ont ces moyens-là? Est-ce qu'ils ont des moyens? Mais effectivement, il faudrait, parce que je vous ai donné un cas, un cas très simple. On peut trouver solution à un problème juste acheter une lampe projecteur. Mais cet argent va venir d'où? Et là, ils se plaignent, ils ne sont pas payés et tout. Comment est-ce qu'ils vont faire pour s'acheter le projecteur? Non, mais on ne va pas quand même dire que les quartiers... Je vous informe. Moi, je suis avocat. Hein? Je vous en prie. Et la plupart des gens, lorsqu'ils achètent des parcelles qui ne sont pas encore cadastrées, ils obtiennent le fiche parcellaire. Lorsque nous allons, les fiches parcellaires, nous allons au pot du quartier. Et il y a des pourcentages qui restent au pot du quartier. Donc, on ne pourra pas dire que nos quartiers sont dépourvus de moyens au point de ne pas être en mesure d'acheter une lampe. On ne peut pas arriver jusqu'à ce point-là. Parce que aussi, c'est une question de sécurité. Okay. Il ne faudrait pas qu'on mette d'abord le problème en avant, mais c'est une question de sécurité. Comme je l'ai dit, donc la solution à apporter, c'est à la hauteur de vos moyens. Si par exemple, vous êtes convaincu que
nous avons besoin d'évacuer, par exemple, des épaves de véhicules qui jonchent notre route, mais à notre niveau, nous n'avons pas de moyens. Vous faites une recommandation au niveau supérieur. C'est ce que je disais, c'est un cadre d'échange d'informations, mais de résolution des problèmes qui se présentent, mais aussi des reformulations des recommandations. Donc, si à votre niveau, faute de moyens par exemple, ou bien faute par exemple d'une force dissuasive, vous avez diagnostiqué un problème, mais vous avez par exemple, parce que le problème ne se présente pas seulement en termes d'argent. Vous pouvez dire non, moi je sais dans mon quartier, il y a une maison où des jeunes, il prend du chanvre et après il se lance dans des actions de couloir par exemple. Vous le savez, mais au niveau du quartier, vous n'avez pas la force pour par exemple mettre la main sur eux. C'est comme ça que vous formulez des recommandations au niveau supérieur et cela arrivera aux autorités habilitées et c'est là qu'ils vont vous apporter leur soutien. Donc, on ne doit pas d'abord mettre le problème d'argent parce que le problème d'argent se pose partout. Mais il faudrait voir, c'est une politique qui apporte, donc, comme on l'a dit, gouvernement, la sécurité au niveau de la base. Donc, on veut que la réflexion commence au niveau de la base parce qu'il y a des petits problèmes pour lesquels on ne va pas déranger, par exemple, le maire de la ville, pour lesquels on ne va pas déranger le gouverneur, qui peut trouver une solution au niveau du village. Voilà. Est-ce que vous avez pensé mettre à leur disposition quelques agents de l'ordre pour maintenir la sécurité dans les quartiers ou villages? Vous avez pensé à ça aussi? Mettre à la disposition de qui, par exemple? Les autorités locales, notamment les chefs des quartiers. Bon, j'aimerais un peu comprendre la question. Comme je l'ai dit, le problème pour les acteurs, vous voyez, qui ne prennent pas aux réunions de sécurité, ce n'est pas d'être les équitants. Parce que dans ces réunions-là, je peux parler par exemple dans le cas de la commune, parmi les acteurs qui prennent part, nous avons le commandant Soussiat. Mais parce que très souvent, prenons l'exemple de Koulouna, quand ils se battent, nous observons toujours l'arrivée tardive des agents de l'ordre. Oui. Alors, si ces derniers étaient affectés ou attachés au bureau du quartier, la solution allait être un peu expéditive. Non, mais ou l'intervention. Non, mais pratiquement à proximité de chaque quartier, il y a un Soussiat. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent toujours en retard? Donc, vous croyez que si on met la police chez les chefs du quartier, il arrivera? Non, en fait, oui, pour répondre à cette question, déjà, lorsqu'un criminel projette de passer à l'acte, la police n'est pas au courant. La police est informée lorsque la volonté, c'est que quelqu'un a mûri, il le met en pratique. Donc, pour dire que le criminel a toujours une avance par rapport à l'agent de l'ordre. Parce que l'agent de l'ordre vient rétablir l'ordre qui a été troublé. Donc, il y a des gens qui ont mûri, ils ont pris les machettes, ils ont planifié, nous allons nous lancer à 22h. La police n'est pas au courant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lorsqu'ils vont se lancer en 22h, lorsqu'il y a les alertes, c'est alors la police est informée pour venir rétablir l'ordre. Parce que dans toute société, même dans les sociétés beaucoup plus développées, la police vient après que l'acte soit commis ou bien lorsqu'il y a alerte. Mais aussi, par exemple, lorsqu'il y a des patrouilles, ça peut dissuader des gens qui voulaient se lancer dans une entreprise de ne pas le faire parce qu'ils ont vu la police, par exemple, passer ou bien ils ont vu une disposition sécuritaire mise en place. Ça peut les dissuader à ne pas passer à l'acte. Mais est-ce que le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chaban, que j'ai salué en passant, a-t-il aussi rencontré des difficultés dans la mise en pratique de ces comités provinciaux et locaux de sécurité? Bon, de difficultés comme ça, je ne saurais peut-être les dire. Mais donc ça a été facile pour vous? Je ne vois pas de difficultés en soi, mais peut-être les recommandations ou bien le souhait et qu'au niveau du budget, que l'argent soit disponibilisé, parce que vous voyez, cette politique demande de moyens. La sécurité demande de l'argent. La sécurité demande de l'argent, de moyens pour y parvenir.
c'est peut-être dans le sens, il faudrait que le gouvernement ou bien le ministère du budget mette suffisamment les moyens pour que cette réforme puisse réussir. Mais en soi, je ne dirais pas qu'il a connu de difficultés. Mais il y a eu braquage il n'y a pas longtemps, ça a cartonné un moment là, ici. C'est pas aussi une difficulté. Ça vous a mis à mal, vous, de l'intérieur. Ok. Ça fait C'est dans ce sens. critique. Vous avez été vraiment critiqué ici. C'est à peine que vous êtes en train de revenir dans l'actualité. Aujourd'hui, vous êtes félicité de partout d'avoir maîtrisé l'insécurité, notamment dans la ville-province de Kinshasa. Vous avez le phénomène Kuluna est en baisse. Aujourd'hui, nous vous félicitons. Merci de les reconnaître. Oui, merci de les reconnaître. Alors, je dirais, cette criminalité qui avait un moment élu domicile dans la ville de Kinshasa, et il y a eu une réponse que je dirais une réponse chirurgicale. C'est l'opération Nobomé qui a été intensifiée et avec la police, le ministère a pu mettre la main sur le chef de bande et c'est comme ça que ces braquages ont été neutralisés. Mais ce que je pourrais dire est que, comme je le disais tantôt, vous savez, lorsqu'il y a une criminalité, et surtout avec ces braquages, ils avaient un mode opératoire qui les permet d'échapper à la police. Ils les faisaient souvent avec des motos. Vous savez, le moto, on peut facilement se camoufler, on peut facilement s'échapper. Alors, ça a pris le temps que ça a pris à la police pour étudier leur mode opératoire, pour donner une réponse. C'est comme ça que ça se passe, vous voyez? Parce que lorsque le criminel veut se lancer dans une opération, il étudie la police. Il diagnostique ou bien il voit les limites de la police. Par exemple, il s'est dit, un sous-siège se retrouve en 200 mètres de là où je vais opérer. Le temps que la police soit alertée pour arriver, il suffit pour moi de prendre 5 minutes, je vais faire mon opération. Ils étudient, voyez-vous. Alors la police, face à premier cas, deuxième cas, la police aussi étudie les cas pour trouver une réponse efficace par rapport à ces cas. Et je pense que c'est ce qui a été fait avec l'opération Ndobo. Oh. Oui. Mesdames et messieurs, vous êtes dans Salon Patriotique. Aujourd'hui, nous parlons de comité provincial et local de sécurité. Nous voulons savoir si c'est vraiment une arme pour protéger le citoyen congolais. Alors, avec moi sur ce plateau, le chargé d'études au cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Maître Igo Bon. Igo Bon, c'est ça? Effectivement, Igo Bon. Alors, maître, vos policiers sont accusés, en fait, vos policiers, notamment les éclaireurs, ils sont accusés à ce jour d'être en connivence avec des Kuluna. C'est quoi le problème? Est-ce leur prise en charge que vous n'arrivez pas à assurer, qu'ils se disent de céder à ces vices, ou c'est autre problème? Merci beaucoup pour cette question. Déjà, c'est important de le dire que dans chaque structure, il y a toujours des moutons noirs. Des moutons noirs? Oui, il y a toujours ceux qui ne se conforment pas. Ce n'est pas propre à la police, quoique je ne vais pas ici le justifier, mais nous le trouvons dans chaque domaine. C'est un sérieux problème qu'on a. Vous allez même chez le magistrat, il y a des gens qui se plaignent, certains magistrats sont corrompus et tout. Il y a ça. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Le problème qu'on a avec la police va aussi de critères de recrutement. Vous savez, vous voyez, le critère de recrutement, c'est peut-être aussi l'occasion, par exemple, de parler d'une actualité. C'est la promulgation de la loi de programmation de réforme de la police. Très important. Oui. Et c'est aussi, ça rentre aussi dans les actifs de VPM Chabani. Ça a été promulgué par le président de la République le 1er juillet. Et dans la loi de programmation, il est projeté le recrutement de 90 000 policiers, agents de la police, mais aussi il faut le former. Vous voyez, parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a le problème. Aujourd'hui, il y a aussi quelque chose à saluer le VPM Chabani, c'est la réhabilitation de l'école de police à Kisangani, l'école Kapalata. Okay. On n'en parle pas assez, mais c'est vraiment très important. Il a fait quoi le VPM? Il a réhabilité cette école.
Juste, non, réhabiliter. C'était pratiquement la forêt. Ok. Voilà, oui. Parce que s'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cadre pour former la police. Alors que un agent de police ne doit pas bénéficier de la formation seulement le jour de son recrutement. Il faut de formation de mise à niveau. Et pour cela, il faut de cadres. Et avec la loi de programmation, il est prévu la construction de 6 grandes écoles de police. Donc, ce sont de bonnes choses qui arrivent. Voilà. Coup de chapeau au VPM. Ouais. Coup de chapeau. Nous sentons qu'il travaille. Effectivement. Nous sentons vraiment qu'il est en train de faire du travail. Aujourd'hui, il est au centre de l'actualité. On parle de lui à tout moment. Il était à Doha. Aujourd'hui, il est où? Je crois Soudan ou je n'ai pas de précision, mais j'aurai des précisions. Ah. Mais il est en dehors du pays. Alors, maître, peut-on espérer une réduction du banditisme ou des conflits grâce à ces structures? Bon, parler de réduction, c'est pas vraiment ça, mais l'anéantissement, voulais-je dire, Effectivement. avec ces comités. Effectivement, parce que lorsque vous revoyez la mission de comités provinciaux et locaux de sécurité, ils ont comme mission, par exemple, de cartographier le menace sécuritaire, mais aussi d'établir le plan local de sécurité. Vous savez, quand vous avez un plan local de sécurité, vous naviguez sous la conduite d'une boussole. Vous savez répondre aux problèmes sécuritaires qui se présentent. Parce que chaque entité a une particularité. Vous pouvez avoir une entité qui est au bord d'une rivière, la criminalité s'opère par exemple autour de la rivière. Vous savez adapter la résolution à vos problèmes. Et moi, je pense que si chaque entité se met au travail, tienne régulièrement des réunions de sécurité et qu'ils y mettent la volonté de porter des résolutions pour des problèmes à la hauteur de leurs compétences et moyens, et pour ceux qui les échappent, de faire des recommandations au niveau supérieur. Si vraiment ce mécanisme se met en mouvement, il y aura un ressenti dans la population. Maître Hugo, dans cette émission, la voix de la population compte autant que celle des experts que vous êtes. Place maintenant aux questions des internautes juste après ceci. Maître, je vais prendre la première question. Elle est signée Christian Diba. Christian dit, Maître Hugo, dites-nous, l'opération Ndobo a occasionné une baisse sensible du phénomène Koulouna et banditisme urbain. Qu'est-ce que nous pouvons espérer de l'installation de ces comités provinciaux et locaux de sécurité? Merci beaucoup. C'est Christian Diba qui vous pose cette question. Je crois que la gouvernance sécuritaire à la base apporte sa pierre dans la résolution de beaucoup de problèmes. Vous voyez. Alors, vous savez, comme je le disais, lorsque les autorités se mettent, par exemple, prendre des résolutions, ils ne sont peut-être pas obligés de les dire tout haut, mais il y a beaucoup de problèmes qui trouvent solution, par exemple, dans l'anticipation. Voyez-vous. Donc, je peux dire que le comité provincial comme local de sécurité apporte une donne efficace ou nouvelle dans le rétablissement, comment je peux dire, dans la sécurité, le terme m'échappe. En fait, c'est une donne de plus dans le devoir de l'autorité de maintenir la sécurité, la tranquillité et aussi la salubrité publique. Voilà un peu ce que je peux donner comme réponse à cette question. La deuxième question, elle est signée Matin Kaya. Mati dit, est-ce que le conseil du ministre peut nous rassurer
que son chef, le VPM Jacquemain Chabani, va mettre fin à l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa? À cette question, il a déjà la réponse. Il y a déjà une volonté. Oui. Nous ne pouvons pas dire de mettre totalement fin à la criminalité. Parce qu'il faut le dire que la criminalité est inhérente à la nature humaine. Voyez-vous? Mais il y a une réponse de la part de l'autorité pour ceux qui s'élancent dans cette démarche-là. Alors, principalement pour le banditisme urbain, la réponse a été l'opération Ndobo. Mais outre cette opération-là, la police est là pour répondre à toute forme de criminalité qui se présente. Mais permettez, maître, est-ce que cette opération Ndobo continue toujours de fonctionner, d'opérer? Effectivement, l'opération Ndobo. Pourquoi les audiences foraines ne se tiennent plus comme avant? Bon, ce qui est vrai déjà, il faut d'abord il faut le signaler à l'opération Ndobo. Vous êtes fatigué? Non. Non. L'État ne se fatigue pas, c'est les criminels qui vont se fatiguer. Fatigué, justement. Voilà. Donc, d'abord, il faut reconnaître que l'opération Ndobo, c'est une opération qui est nationale. Vous voyez? Oui. Mais il arrive, lorsque le VPM est en itinérance, de renforcer, par exemple, le commissariat provincial pour plus d'efficacité dans cette opération. Mais la police fait son travail au quotidien. L'opération Ndobo a été une réponse face à une forme de banditisme qu'on a connu ici, c'est le Koulouna, le banditisme urbain. L'opération Ndobo était une réponse efficace par rapport à ça. Et après, lorsqu'on a eu ici dans la ville de Kinshasa une autre forme de criminalité avec le braquage, l'opération Ndobo s'est intensifiée pour donner la réponse. Alors, des arrestations, c'est tous les jours qu'on arrête. Peut-être il y a pas encore beaucoup plus de bruit qu'il y avait avant, mais il y a des Koulouna qui sont arrêtés pratiquement tous les jours. Pourquoi il n'y a plus ce bruit-là comme c'était avant? Parce qu'à un moment, il y a eu l'opération Zéro Koulouna avec le ministre honoraire de Constant Mutamba. Oui, il y a eu opération Zéro Koulouna, vous vous souvenez. Et puis, il y a eu aussi opération Ndobo. Alors, on ne sait pas qui organisait les audiences foraines. Parce qu'aujourd'hui, là, ça ne se tient plus. Ah, okay. C'était Mutamba, c'était Jacquemain Chabani, on ne comprend plus. Depuis que Mutamba a eu des couacs, les audiences, on ne le voit plus. Non, d'abord, il faut revenir sur cette opération. L'opération Ndobo, c'est une opération de la police. Et c'est lui qui gère la police, c'est le VPM de l'intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières. Voyez-vous? Oui. C'est une opération de la police parce que c'est la police qui arrête le criminel. Alors, dans cette démarche qui est du gouvernement, qui a impliqué aussi autant le ministre d'État, ministre de la Justice, mais aussi le ministre, le VPM de la Défense et anciens combattants, les trois ministères ont été impliqués dans cette lutte de banditisme urbain. Je dirais que, vous savez, lorsqu'on médiatise par exemple certaines actions, ça a aussi une part de dissuader ceux qui voulaient se lancer. Ouais. Donc, mais au quotidien, il y a des Koulouna qui sont arrêtés, qui sont déférés devant la justice. Certains sont condamnés, ils sont envoyés en incarcération. Ça s'est fait tous les jours. Oui. Non, on ne voit plus comme à l'époque. Non, si vous voulez le voir, c'est un souhait. C'était encourageant, la population aimait ça. Nous sommes dans l'investigation. Nous savons de quoi est-ce que nous parlons. La population aimait ça quand ces audiences-là se tenaient. C'était bien. C'était une très belle initiative. Mais malheureusement, vous avez arrêté cette bonne habitude. Non, peut-être la médiatisation, mais les audiences se tiennent. Ok. Oui, les audiences se tiennent. Peut-être qu'il n'y a pas une forte médiatisation par rapport à ça. Il faut aussi les reconnaître. Le VPM est chargé, il ne viendra pas assister à chaque arrestation de 2-3 Koulouna. Peut-être lorsque la police arrive à arrêter 200, 300, on a besoin quand même d'avoir cette présence-là. Donc, il ne saura pas être là dans chaque réunion ou bien dans chaque audience
foraines qui s'organisent, mais au quotidien, il y a des colons qui sont arrêtés, qui sont déférés devant la police. La donne, par exemple, je peux dire même quelque chose d'important qui a caractérisé l'opération Ndobo, c'est qu'on n'arrête pas simplement des bandits, mais on les défère devant la justice. C'est quelque chose aussi qui est très efficace. Aujourd'hui, près de 6000 bandits ont été arrêtés. Et un grand nombre déjà déférés devant la justice. Certains entendent l'aboutissement de leur procès, d'autres ont été condamnés et envoyés dans différentes prisons. Et puis on va les relâcher comme c'est toujours les cas dans notre pays ici. Bon, là, il faut la justice. Bon, je ne dirais pas la justice, mais je pense que celui qui est passé devant le juge et qui a une condamnation, si on les relâche, c'est une faute. Il peut par exemple bénéficier de certaines mesures de liberté que la loi prévoit, il en a aussi, mais si c'est frauduleusement, c'est une faute. Voilà, donc là, ce n'est pas de la responsabilité du VPM de l'intérieur. Maître Igor, nous revenons au comité provincial et social et local de sécurité. Quel mécanisme de suivi et d'évaluation prévu pour que ces comités soient efficaces? Merci pour cette question. Je crois que dès le début, je vous ai parlé de 2 mesures d'application. Déjà, le décret a créé une commission, qui est une commission permanente d'appui à la gouvernance sécuritaire et d'accompagnement des comités locaux de sécurité. Donc, c'est avec Qui en sont les membres? Bon, les experts venant du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, de plusieurs ministères qui, je crois qu'elle a 3 structures. Okay. Il y a la plénière, il y a la coordination et il y a, je crois, secrétariat technique, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Voilà. Mais il doit être dirigé ou bien conduit par un coordonnateur qui, lui, doit être nommé ou désigné par le VPM de l'Intérieur, ce qui n'est pas encore fait à ce jour. Vous êtes aussi président national de l'association professionnelle des jeunes de l'UDPS, c'est cela? L'association des jeunes professionnels de l'UDPS. En sigle AJPRO UDPS. C'est quoi votre vision? En fait, l'AJPRO qui a vu le jour en 2018 est une structure qui réunit les jeunes. D'abord, le combattant de l'UDPS, c'était à l'avènement du parti au pouvoir. Nous nous sommes dit qu'il ne faudrait pas qu'on nous cherche. Nous avons des compétences, il faudrait qu'on se retrouve autour d'une structure qui, comme une vitrine, mais aussi ça nous permet, comme on le dit, l'union fait la force, nous permet ensemble de poursuivre certains objectifs. Nous voulons, étant jeunes, apporter notre apport aussi dans la gestion du pays. Et des fois, ce n'est pas facile d'évoluer seul. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés autour de notre structure qui est l'AJPRO, UDPS. La composition de votre structure, c'est comment? Bon, déjà, l'AJPRO est structuré. Nous avons ce qu'on appelle le cercle de premier, c'est le cercle de cofondateurs, parce que l'initiateur, c'est M. Junior Mata, aujourd'hui qui est DG de la SENSAP. Et il y a un cercle de cofondateurs. Nous avons parmi le cofondateur, nous avons le Dirkaba Elikumbi et moi-même, j'en fais partie. Mais nous avons un comité national dont je préside, national. Mais nous avons le comité dans chaque province. C'est une structure nationale qui se retrouve à Goma, se retrouve au Katanga, se retrouve à Bandundu, se retrouve. Et dans chaque province, nous avons des comités provinciaux. Mais pourquoi votre parti fait la honte aujourd'hui? Je ne pense pas. Comment ça? Vous êtes dans les règlements des comptes et cela dans des milieux publics. Ça dérange l'opinion. Vous étant cadre du parti, étant leader de jeunes. Merci. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi votre point de vue? Bon, déjà, je ne dirais pas que ça fait la honte,
même si d'autres débats ne devaient pas se retrouver dans la place publique. Mais dans ce qui arrive dans notre parti, pour éviter encore de le dire que je viens encore le mettre sur la place publique, je préfère ne pas dire un mot, mais pour emprunter le mot du président de la République, qui est l'autorité des références de l'IDPS, lui-même il a qualifié cela comme de la vitalité démocratique. C'est pas de l'apologie, ça? L'apologie de quoi? L'apologie des ordres qui sévit au sein de l'IDPS, votre parti. Non, ce n'est pas l'apologie des ordres. Il ne faudrait pas être hypocrite. Dans chaque société, il y a des problèmes. Et nous avons nos problèmes, nous allons les régler en interne. Maître Igo, l'émission touche à sa fin. Avez-vous un dernier mot? Mon dernier mot, c'est je tiens à vous remercier pour cet exercice. Parce que, comme je le disais, les comités locaux de sécurité est une réforme qui est nouvelle. Il faudrait plus vulgariser, mais aussi communiquer pour que la population comprenne cette réforme et qu'il s'en approprie. Donc, je pense que cette émission va dans ce sens-là. C'est aussi une contribution, votre contribution, pour la sensibilisation de la population qui est le bénéficiaire de la sécurité. Voilà. Vous avez cette caméra. J'aimerais que vous puissiez rassurer à tous ceux qui vous regardent maintenant. Est-ce qu'ils peuvent compter sur le VPM Jacquemain Chabani pour leur sécurité? Je vais répondre par l'affirmatif. Je crois qu'il est parmi les bons élèves du gouvernement de son Excellence Judith Suminwa. Il fait bien son travail au regard de ses attributions et nous pouvons bien voir le fait, le résultat peuvent facilement rassurer la population. Les gens ont crié ici face au phénomène Kuluna et aujourd'hui nous avons trouvé il y a une réponse qui a sensiblement éradiqué ce phénomène. Les gens parlaient de problèmes de braquage, il y a eu une réponse. Et au-delà de cela, c'est mettre en condition la police, mettre en condition des autorités administratives dans nos entités. Donc, je peux dire que le VPM Excellence Jacquemain Chabani fait bien son travail. Merci, Maître Igo. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, alors que la sécurité des citoyens demeure un enjeu majeur en République démocratique du Congo, les comités provinciaux et locaux de sécurité s'imposent comme une initiative porteuse d'espoir pour une gouvernance de proximité plus efficace, participative et responsable. Il apparaît clair que la réussite de ces structures dépendra de la volonté politique, de la mobilisation des acteurs locaux ainsi que de la confiance entre l'État et la population. Nous remercions chaleureusement Maître Kiambizitisi Igobon pour ses éclaircissements et sa contribution à ces débats nationaux. Salon patriotique vous donne rendez-vous pour d'autres sujets qui engagent notre destin commun. Restez branchés sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Ciao!